tout en continuant sur la Coupe d'Afrique. Après 2002, Feu Bruno est parti aux Émirats. Bon, il a été sollicité parce que en Coupe du Monde, avec l'équipe du Sénégal, il a fait aussi des exploits. Mais comme on dit, c'est un collectif qui gagne. Et les prestations sur le terrain ont été de haute facture. Parce que quand même, face à certaines nations, quand je me souviens de notre match contre la France, c'est le match référence. Parce que la France, qui remet son titre de champion du monde en place, il y a eu d'autres matchs référents contre l'Uruguay, contre la Suède. Ça, c'est de gros matchs. Le match qui paraissait le plus facile, on l'a perdu. C'est ça, comme on dit, le football. Le football, c'est la magie, quoi, quelquefois. Parce qu'on pensait atteindre pour la première fois comme pays africain, nation africaine, ce stade de la compétition, les demi-finales. Mais on a été stoppé, et c'est la loi aussi du sport, du football. Mais si on revient sur la Coupe d'Afrique, Bruno parti, on a enchaîné avec un autre entraîneur français. J'ai eu la chance, sans demander, qu'il m'a confirmé comme adjoint à ce poste. Guy Stéphane, qui est l'actuel entraîneur adjoint de l'équipe de France. Donc, avec ce dernier, on s'est qualifié facilement aussi pour 2004 en Tunisie. Et si vous vous souvenez de ce fameux match de Rades avec un brouillard qui a par moment. Et les gens disaient que ce brouillard, c'était pas naturel, c'était artificiel. C'était envoyé même par les Tunisiens, parce qu'une bonne partie de la ville n'était pas couverte. Mais aussi, on n'a pas usé de notre expérience pour demander à la CAF forcément que la visibilité étant presque nulle, on devait arrêter au moins le match un moment. Mais en matière d'arbitrage, il n'y a que la décision de l'arbitre qui compte. Même vous pouvez contester, si l'arbitre dit qu'il faut continuer la partie, il faut continuer. Donc, pour dire que jouer le pays organisateur, ce qui nous est arrivé en 2000 au Nigeria, en 2004 à Tunis, et le pays était mobilisé pour cette coupe, avec Loger Remer qui avait gagné en 2000 la Coupe d'Europe avec la France. Donc ils avaient mis les moyens et essayé de mettre toutes les conditions de leur côté. Et c'est ça aussi, organisé, un pays organisateur. Et ils avaient aussi une équipe de qualité. Ils gagnent en finale contre le Maroc. De toute façon, on a contesté, le match a été arrêté pendant de longues minutes. Mais le résultat final, c'est ce qu'on retient. Ils nous éliminent en quart, comme au Nigeria, on avait perdu en quart. Après, il fallait faire les comptes et essayer de gérer la suite. On a maintenu notre stabilité aussi, avec Guy Stéphane. Mais il y a eu un malheureux incident de parcours sur l'autre compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Ce fameux match nul défaite, comme les journalistes l'ont appelé, contre le Togo, a fait encore une révolution de palais dans la tanière. On a fait partir l'entraîneur. Mais la fédération a proposé au ministère de garder ses collaborateurs. Et j'ai été projeté là, donc, comme entraîneur de l'équipe qui doit terminer le parcours. Parce que pour la Coupe du Monde, c'était hypothétique. Mais pour la Coupe d'Afrique, on avait encore gardé nos chances. Parce qu'il y avait un match important qu'il fallait jouer en Zambie. Donc, c'était un match déterminant, il fallait le gagner.
On est parti gagner en Zambie. Et je pense que la fédération aussi, sur cette lancée, a décliné la volonté de nous garder. Donc, j'ai connu l'équipe avec mon compère Amara Traoré en Égypte en 2006, où on a été éliminé en demi-finale. Mais sur le plan du jeu, on avait vraiment fait une démonstration de force, révolutionnaire, parce qu'on a fait, on a opéré en douceur une transition en amenant d'autres jeunes à porter du sang neuf, donner un peu de fraîcheur. C'est les Issaba, les Souleymane qui étaient petit Jules dans le grand groupe, on l'a conservé, il a mûri. Et puis on a eu Rahman Bari qui était prometteur, mais malheureusement une blessure l'a écarté des terrains. Il n'a pas eu le parcours qu'on imaginait. Donc sur ce plan, Djamassi était feu et flamme, parce que là il était en Italie. Et Djamassi, c'est un agent qui nous l'a proposé, Sidi Fall, qui a Angelo de Rufisque, je ne fais pas de publicité pour lui, mais c'est comme ça, l'ouverture avec des joueurs expatriés était toujours là. Donc on a fait une bonne canne avec les Mamadou Niang qui a été meilleur buteur du championnat de France, titre que Feu Jules Bocandé avait gagné aussi. Donc on avait un groupe assez compact et on sentait un renouvellement de certains cadres qui devaient passer et laisser la place aux jeunes. On a osé, mais par le biais aussi du règlement, mathématiquement, on était à égalité avec un pays comme le Ghana. Nous, on est sortis du groupe. Et on a gagné un match. On se projette et on va en quart de finale. Contre la Guinée, ça tombe bien, on les a éliminés hier 2-0. Nous, on a joué en quart de finale contre la Guinée, une bonne équipe de Guinée avec l'actuel entraîneur Kawa Diawara, les Pascal Fendounou, hein, oui, Mansari. Tout ça, de bons joueurs. Hein. Et la Guinée aussi a toujours été une équipe joueuse avec individuellement des joueurs très outillés sur le plan technique. Avec leur mastodonte dans un Jean Bobo Baldé. Donc, on a fait ce match-là et c'est la Guinée même qui ouvre le score à Alexandrie. Mais se fait reprendre par le Sénégal. On est allé jusqu'à 3-1. Et vers la fin du temps réglementaire, ils ont hérité d'un coup franc, c'est Pascal Fendounou qui le met. Et ça s'est stabilisé à 3-2. Et on est qualifié en demi-finale. Encore, le pays organisateur arrive. L'Égypte, qui avait d'énormes problèmes. Et cette coupe-là, organisée par l'Égypte, devait stabiliser aussi le pays. Parce que le football va aussi avec la politique. Et l'environnement en cette période de Coupe d'Afrique en 2006 en Égypte n'était pas serein. Et une victoire finale pouvait redonner confiance à un peuple qui doutait. Donc, l'État, sous le président Moubarak, a mis les moyens, la preuve, la veille de notre match. D'abord, à l'entraînement, au stade du Caire, on nous a créé des problèmes pour ne pas s'entraîner sur le terrain de match, ce qui était même arrivé au Nigeria, à Surulere. Et le règlement nous autorisait de faire l'entraînement pendant 1 heure sur le terrain de compétition. Mais tu vois, donc, en Afrique, quelquefois aussi, il y a des aléas. Il faut savoir composer avec. Nous, on a forcé. Au Nigeria, on s'est entraîné sur le terrain de match. Au Caire aussi, on s'est entraîné sur le terrain de match. Et avant, à l'entraînement de l'équipe égyptienne, le président
avec sa délégation, était même venu les galvaniser, parce qu'il y avait des intérêts en jeu. Bon, on va sur ce match. 110 000 spectateurs au stade international du Caire. Les supporters sénégalais, une poignée, étaient parqués en haut. On ne les voyait même pas. Arrivé au stade le jour du match, tout était blanc, rouge, noir. Et c'est comme ça. Supporter un pays aussi, il faut l'accepter. Mais mentalement, il faut tenir. Arrivé à la porte d'entrée au portail du stade, on nous a retenu presque 1 heure là-bas. Pour nous fatiguer, pour nous faire sortir de notre match. Il y a eu beaucoup de conciliabules. Mais aujourd'hui, peut-être ces images-là ne pourront plus se répéter en Afrique. Les gens sont plus organisés, il y a plus de rigueur, les stades aussi sont plus fonctionnels. Avant, il n'y avait que certains pays qui étaient en avance sur le plan des infrastructures, mais progressivement, vous voyez, à Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, il y a de beaux stades, puis belle ambiance, et les matchs peuvent se tenir quelle que soit l'adversité. On l'a vu donc au Caire, on était submergé par une marée humaine. Mais les joueurs ont tenu quand même sur le match. Qu'on perd, l'Égypte marque le premier but. Il y a eu même un moment, quand il y a eu cette altercation entre Mido et l'entraîneur, on a dit qu'eux, ils sont en train de perdre du pied. Ce match, on doit le prendre du bon bout et les éliminer chez eux. On revient à la mi-temps. Mamadou Niang égalise. Jeu de tête. Ce dernier, il était là il y a 1 semaine avant l'ouverture de la CAN. Il est venu nous rendre visite. Donc, pour dire que c'est des matchs à haute pression. Et il faut un mental de fer pour pouvoir s'exprimer. Et ces joueurs-là étaient prêts. Parce que aussi, quelque part, quand on pense à la famille, à son pays, au drapeau national, on se sublime et le sens du dépassement arrive. On perd 2-1, finalement, avec un penalty sénégalais refusé. Tout l'arbitre, le Nigérian, évêché divine, Camerounais, il a sifflé le penalty. Mais le temps qu'on sorte Diomansi pour l'amener sur la main courante et lui prodiguer des soins, les joueurs n'ont pas fait preuve d'expérience. Et nous aussi, on ne les a pas aidés. Il fallait tout simplement aider l'arbitre. Quand il a sifflé, prendre le ballon et le poser au point de pénalty. C'est tout. On ne l'a pas fait, on a laissé le ballon traîner là-bas. C'est ça qu'il fallait faire. Parce que aussi, influencer, c'est avoir de l'expérience. Chacun essaie de jouer pour sa paroisse. Donc, si on avait aidé l'arbitre, c'est mettre le ballon au point de pénalty au départ. Et s'arrêter là-bas et attendre qu'il termine l'évacuation de Diomansi Kamara. Anecdote pour anecdote, je vous assure qu'un policier m'a interpellé en France. J'arrivais à l'aéroport, je fais même formalité de police et il me dit que quand il a fini, qu'est-ce qu'il me dit? Seul l'arbitre n'a pas vu le penalty. Il a levé la tête, j'ai levé la tête, dit je parle de votre match contre l'Égypte en demi-finale. Donc, sur ce plan, je crois que c'était une mission qu'on pouvait terminer par une autre finale de Coupe d'Afrique, parce qu'on avait les moyens et l'équipe qu'il fallait.